suite avec Brigitte. Brigitte Léveillé est inscrite à la maîtrise en études littéraires à l'UQAM sous la direction de Jonathan Pope. Sa démarche artistique est de nature documentaire. Elle s'intéresse tout particulièrement aux modes d'habitation alternatifs, à leurs moments de joie comme à leurs limites. Son texte de poésie documentaire, Si nous restons têtus, a fait l'objet d'une mise en lecture intégrale au Festival du Jamais lu Québec à l'automne 2022 et son documentaire Considérations techniques a été mis en lecture les 9 et 10 juin 2022 au Théâtre La Licorne par Porte-Voix. Elle nous présente aujourd'hui une communication qui s'intitule Entreprise de collecte de paroles, réflexion sur la parole d'autrui dans les textes documentaires. Bonjour tout le monde, je m'appelle Brigitte, je suis étudiante au deuxième cycle à l'UQAM en recherche-création, puis ici je vis avec les mots des autres, c'est parce que ma pratique d'écriture est principalement documentaire. Donc mon objectif quand j'étais en étant à la maîtrise était de réaliser un documentaire sur les modes d'habitation alternatifs. C'est un projet qui a connu plusieurs étapes, plusieurs revers et déboutures aussi, et c'est de cette expérience d'écriture-là dont je peux vous parler aujourd'hui. Donc, dans le cadre de cette présentation-ci, je veux retracer les considérations esthétiques et éthiques qui m'ont amené à remanier les bases de mon projet documentaire jusqu'à en changer complètement la forme et la teneur. Donc, je détaille mon cheminement réflexif de mes premières tentatives jusqu'à la forme actuelle qu'a prise la portion de création de mon mémoire de maîtrise. Donc, la grande question qui m'habite est la suivante. Que faire de la parole d'autrui? Comment la recueillir et quel traitement lui réserver? Cette présentation-ci, c'est aussi pour moi l'occasion de vous présenter les littératures de terrain qui ont été mon principal corpus de référence. Les littératures de terrain ont été théorisées par Dominique Viard. C'est un discours théorique que je trouve particulièrement riche et stimulant parce qu'il prête une attention toute particulière à ce qui se produit avant l'écriture. Il s'intéresse entre autres aux techniques de documentation et aux différentes méthodes d'enquête utilisées par les écrivains. J'en reprends pas tous les codes, mais il me semble tout de même que ma pratique gagne à être réfléchie à travers ce prisme-là. Je disais donc que mon désir initial lorsque j'ai entrepris mon projet de mémoire était de documenter les modes d'habitation variés et créatifs qui m'entouraient. Mes amis les plus proches habitent dans des pick-up aménagés, des roulottes patentées, vivent dans des tentes, des yourtes, des automobiles, parfois même à l'année longue. Mes amis sont pour la plupart des travailleurs saisonniers qui changent de ville et d'emploi à chaque saison. Ce choix a souvent été enthousiaste. Ils l'ont fait pour avoir un emploi qui leur convient ou pour ne pas en avoir du tout. Ils l'ont fait par désir et conviction pour dégager le temps nécessaire à ce qui leur apparaissait important. Et je les trouve à la fois touchants et inspirants, qu'ils ont choisi une vie autre, une vie qui leur ressemble et qui ne colle en rien à l'image idyllique qu'on pourrait s'en faire. Mon ami Fabrice disait d'ailleurs « Les gens trouvent ça romantique l'idée du van life quand ils partent une fin de semaine sur la Côte-Nord ou à Saint-Sauveur, mais ils se sont jamais lavés à la débarbouillette quand ils rentrent. » Ils ne savent pas ce que c'est de prendre leur douche en maillot au centre sportif ou d'envoyer des CV avec le Wi-Fi de parking de McDonald's. Quand je rentre chez moi, s'il fait moins 20 dehors, il fait moins 20 en dedans. Je mange quasiment pas de légumes sauf des patates. As-tu déjà mangé ça, toi, un concombre que j'ai? Donc, dans le cas de mon mémoire, je souhaitais exposer comment les formes de vie nomades s'expérimentent au jour le jour dans leurs aspects logistiques les plus terre à terre. Mon projet de création s'intitulait alors Considérations techniques. Et je réfléchissais à ce projet-ci comme une entreprise de collecte de voix visant à exposer la réalité quotidienne du mode de vie nomade. Je récoltais des anecdotes, je les juxtaposais les unes avec les autres sans intervenir davantage. Et je concevais ce recueil-là comme un assemblage d'archives de conversation, un collage d'anecdotes où le jeu était complètement en retrait comme absent. J'avais fait du réel ma préoccupation majeure, j'avais le souci de restituer plutôt que d'imaginer. Je mettais l'intention à distance, préférant m'en tenir aux faits. J'avais espoir que cette forme me permette de rester au plus près de l'expérience vécue. Ma démarche pouvait, à ce moment-là, être réfléchie à partir des littératures de terrain dont je vous parlais un peu plus tôt, qui sont près du journalisme d'immersion ou du reportage au long cours. Donc, les littératures de terrain se définissent par la proximité physique de l'écrivain avec son sujet d'étude, son recours à des pratiques expérimentales et à divers dispositifs d'investigation. Donc, Dominique Viard remarque une tendance contemporaine, et je l'ai écrite à l'écran, à mobiliser des formes d'enquête qui furent de longue date l'apanage des chercheurs. Entretien, fouilles d'archives, recherche documentaire, recueil de récits, déplacements sur site, immersion participante ou observante, parfois accompagnée de photographies. Parce que les sciences sociales rassemblent ces pratiques sous le nom de travail de terrain, donc ils proposent de désigner sous le nom littérature de terrain les œuvres qui s'approprient ces pratiques-ci sans pour autant en prétendre en respecter rigoureusement la méthode. Donc, faire usage de cette technique, même de manière permissive,
projette l'écrivain à la jonction de plusieurs champs disciplinaires. Pour Viard, dans ses œuvres, il n'y a pas seulement un partage d'objets entre science et littérature, mais aussi partage de pratiques. Donc, dès que les écrivains de terrain documentent des phénomènes sociaux inaperçus, comme par exemple l'habitation nomade, leurs œuvres en venaient à livrer un certain savoir sur le monde social. Elles empiètent sur les champs de la sociologie, de l'ethnologie, de l'anthropologie. Elles décloisonnent les disciplines et déspécialisent les savoirs. Et donc, le savoir que ces textes portent résulte d'abord et avant tout d'une pratique de terrain. Récolter les témoignages implique une sortie hors de l'atelier. Et Dominique Viard précise que les littératures de terrain regroupent des œuvres, et je cite, soucieuses de rendre compte de réalités tangibles au contact desquelles l'écrivain se porte effectivement. Il s'agit dès lors de se rendre sur place, d'arpenter les lieux, de rencontrer les gens et leurs paroles. Et sans surprise, je me trouvais certaines affinités avec ce type de projet. J'avais moi aussi le souci d'ancrer mon récit dans le réel. Donc, grande écrivaine de terrain, Annie Ernaux, qui écrit entre autres Journal du dehors, affirme « C'est ce que je vise en écrivant, faire entrer le réel. Mais mes moyens ne sont pas scientifiques. Les miens ne l'étaient pas non plus. Je notais à la va-vite des mots-clés sur mon téléphone ou sur des bouts de papier. Je reconstituais les anecdotes de mémoire. Quand je le pouvais, j'enregistrais mes conversations. Et j'avançais à l'instinct. Mon enquête s'élaborait aux franges des méthodologies et des protocoles des sciences sociales. J'empruntais leurs outils comme leurs méthodes, y ménageant toutefois une certaine liberté. Je reconstituais les anecdotes de mémoire. Je bricolais. Pour reprendre les mots de Viard, la méthode n'avait certes pas la rigueur à laquelle prétend la démarche scientifique, mais elle s'en inspirait, au besoin la bricolait dans des dispositifs toujours un peu sauvages, inventés pour l'occasion. Donc j'accumulais les anecdotes. Les principaux critères de sélection étaient de me faire sourire ou encore de m'émouvoir, de m'attendrir. Encore Fabrice ici. Fait que c'est ça, avec la pandémie, le centre sportif est fermé depuis une couple de semaines, pas pratique cette affaire, et moi je dis que c'est bien romantique tout ça, mais que j'ai pas mal hâte de prendre ma douche. J'ai trouvé des hot springs pas loin d'ici, reste à voir si elles sentent pas trop le souffle et les œufs, reste à voir si je peux me rendre en pick-up sans me pogner dans le wet. Vraiment, je me demande quand le centre sportif va rouvrir. Je recueillais les histoires de mes amis éparpillés sur la route. Je réalisais ce documentaire en n'ayant moi-même pas de lieu d'attache. Depuis que je suis partie de la maison familiale, ça va bientôt faire 10 ans, je n'ai pas résidé dans la même chambre plus de 8 mois et en moyenne c'est 4. L'été, je n'ai pas de logement du tout. Tout ce que je possède est dans des caisses de lait qui jouent à la fois le rôle de boîte de déménagement et de mobilier temporaire quand je les empile. Bibliothèque, caisse de linge propre, caisse de linge sale. Donc pendant près d'1 an, j'ai mené mes recherches et poursuivi ma collecte de témoignages. J'ai cumulé des anecdotes en gardant en tête ces critères. Les anecdotes devaient me faire sourire ou m'émouvoir. Ce qui s'est produit lors de cette enquête n'est pas encore exactement clair pour moi. Les amis et moi avons tous, à des échelles différentes, mais dans une temporalité similaire, expérimenté une forme de fatigue et d'usure. L'idée ici n'est pas de m'apitoyer sur notre sort, ces modes de vie, nous les avions choisis et nous les avions considérés pendant un temps du moins comme étant joyeux. Simplement, nous n'envisageons plus l'avenir avec le même élan. Il y aurait long à dire sur le marché locatif de plus en plus aride ou encore sur l'impact du confinement, sur qu'est-ce que ça veut dire que d'être confiné quand on est en mouvement. Je crois surtout que plus durement qu'avant, nous ressentions l'instabilité de ces modes de vie comme un stress de plus en plus lourd à porter. Nous n'avions plus cette énergie de bouger, de s'installer ailleurs, de s'installer encore. La perception que j'avais du mode de vie nomade changeait et mon documentaire en était affecté. Au fil de mes recherches, je suis tombée sur un reportage de Radio-Can, un dossier qui s'intéressait à ce qu'il nommait comme étant de l'itinérance cachée. Radio-Canada définit l'itinérance cachée comme le fait, je cite, d'être hébergé temporairement chez d'autres personnes, dans un hôtel ou un motel, dans une roulotte ou encore dans une maison de chambre sans avoir de domicile fixe. J'avais toujours désigné nos modes de vie comme étant nomades. Je découvrais que nos situations d'habitation, celles de mes amis, la mienne aussi, avaient un nom beaucoup plus rude que celui auquel je m'étais jusqu'alors identifiée. Je me questionnais, qu'est-ce que ça fait à mon projet documentaire de le concevoir sous l'angle de l'itinérance cachée? Comment parler de ces situations désirées mais dans lesquelles on s'est enlisé, de ces situations dites temporaires mais qui perdurent pourtant? Je continuais à enquêter. Pourtant, j'avais l'impression floue mais persistante que je peinais à rendre compte de ce qui réellement s'expérimentait. Le fossé entre ma collecte documentaire, légère, anecdotique, et l'expérience telle que je la vivais se creusait. J'ai consulté mes enregistrements et mes notes multiples. Je ne trouvais que des histoires d'écureuils qui mangent du gruau, de cactus transportés à bord d'une voiture, toutes des choses qui m'étaient un jour apparues attendrissantes, mais qui me semblaient maintenant ridicules ou insignifiantes
inadéquate pour témoigner de la réalité telle que je la percevais et l'expérimentais. Je questionnais ma méthode de cueillette. Était-elle juste? Était-elle adéquate? Était-ce que je retranscrivais mal? Était-ce que je manquais d'écoute? Je me posais la question de la joie, de sa pertinence. Je me demandais s'il était judicieux ou même éthique de continuer à faire des représentations joyeuses des modes de vie qui m'entouraient. Dominique Viard présente comme un trait de littérature de terrain leur tendance à conserver un regard critique sur leur propre pratique et de décider parfois d'en changer. J'étais peut-être rendu là. Il me fallait revoir ma méthode, il me fallait revoir mon projet. Que deviendrait-il si j'avais à assumer les conclusions auxquelles mon enquête m'avait mené? Écrire ce documentaire m'amenait à ce constat abrupt mais honnête. Nos habitations mobiles étaient plus précaires que je ne l'aurais d'abord cru. Que faire maintenant? Mes amis et moi, nous nous surprenions à rêver de sédentarité. Nous découvrions avec surprise que nous aspirions à autre chose que ce que nous avions connu jusqu'alors. Je rêvais d'un lieu où il ferait bon revenir. Que faire de ces désirs nouveaux? Quelle place leur ménager? Mon projet visait à documenter le nomadisme et ses joies quotidiennes, celles que j'avais bel et bien expérimentées mais que je ne considérais plus avec le même enthousiasme. Qu'en faire maintenant? Jusqu'alors, je concevais la pratique documentaire comme une manière d'écrire à partir de ce que je trouvais et non à partir de ce que j'imaginais. J'étais maintenant aux prises avec ce que j'aurais voulu expérimenter mais qui n'était pas encore advenu. Ce qui était de l'ordre de la rêverie prenait une place grandissante, des souhaits d'enracinement et la promesse de le faire à plusieurs, nos insatisfactions partagées et l'envie d'y remédier. Quelle place dans le documentaire pour l'imagination? Quelle place pour l'utopie? Je souhaitais documenter nos modes d'habitation tels qu'ils se présentaient, certes, mais aussi tels que nous cherchions à les redéfinir. Je voulais les présenter tels que nous les rêvions, sédentaires et collectifs. J'avais envie de rendre compte de nos désirs balbutiants à peine formulés, de ces idées de vie qui se tiennent toujours debout dans la parole. Je m'intéressais aux formes de vie telles qu'elles se présentaient dans leur forme actuelle, oui, mais aussi telles qu'elles cherchaient à naître, telles qu'elles peinaient à advenir. Je souhaitais documenter le réel, mais un réel mis en tension par nos rêves. À propos des littératures de terrain, Dominique Viard précise que, je cite, « Loin de raconter ou de représenter le réel, ces œuvres envisagent la littérature comme moyen de l'éprouver, de l'étudier, voire de l'expérimenter. Expérimenter, faire l'expérience de, tester, vérifier, mettre au banc d'essai, la littérature pouvait-elle me permettre d'expérimenter autre chose? Nous supposions que les modes de vie sédentaires dont nous rêvions nous convenaient davantage. Cette affirmation était de l'ordre de l'hypothèse, encore restait-il à mettre cette intuition à l'épreuve, à la vérifier par l'expérience. Tranquillement, un nouveau projet d'écriture prenait forme. La posture documentaire était ancrée, indiscutable. Je ne souhaitais pas fictionnaliser ces mondes souhaités, mais plutôt archiver nos tentatives de les mettre en place. Du travail documentaire, je gardais la technique, je gardais la méthode. Un renversement était pourtant à l'œuvre. Il ne s'agissait plus de cueillir le déjà là, ou du moins il ne s'agissait plus seulement de ça. Si la mobilité ne me convenait plus, il fallait me demander quelles avenues me sembleraient assez joyeuses pour valoir la peine de m'y risquer. Y aurait-il une avenue, une ouverture pour tenter de faire advenir ces récits-là? Donc j'étais toujours aux prises avec cette question de base. Que faire de la parole autrui qu'on a recueillie? Quel traitement lui réserver? Seulement, j'entrevoyais des pistes nouvelles. Cette parole, dois-je me contenter de la recueillir, de la retranscrire? Je souhaitais que mon rapport à cette parole ne soit pas celui d'un témoin passif, d'une documentariste qui se contenterait de noter, d'archiver, de témoigner de ce qui est déjà là. Je souhaitais que la parole recueillie, toute faite de souhaits, de désirs, de promesses, se concrétise dans un projet tangible de ceux qui transforment nos manières quotidiennes d'être au monde. Et, en tant que documentariste, je souhaitais participer à cette mise en branle. Donc, j'archive maintenant ce projet que j'ai avec 4 amis, celui d'acheter un terrain dans le bas du fleuve et de s'y établir tous ensemble. Je documente nos joies, nos déceptions, nos tentatives multiples, nos échecs tout aussi nombreux. Je documente encore des modes d'habitation alternatifs, ce qui était mon désir de base, mais je documente maintenant ce qui est en train de se faire, en train de se mettre en place. La notion de terrain est particulièrement importante dans les sciences sociales, sur lesquelles les littératures de terrain s'appuient et auxquelles elles empruntent leur méthode. Pour ma part, le projet ainsi recadré m'amène bien plus que l'ancien à explorer des territoires nouveaux, tant géographiques que thématiques. Je visite des terrains à vendre dans des villes jusqu'alors inconnues, j'apprends des forêts, des champs, des campagnes. Je me suis établie chez une amie et je possède désormais de quoi meubler une chambre. Je fais un jardin et des conserves et ce sont pour l'essentiel des gestes que je pose pour la première fois. J'explore un mode de vie radicalement autre que ce que j'ai connu jusqu'alors, je ne suis plus constamment en mouvement, je découvre ce que la sédentarité pourrait vouloir dire. Pour une raison confuse, envisager ces changements
sous la lorgnette de l'expérimentation me rassure. Donc pour conclure, ce que je considère comme un geste artistique tranquillement s'élargit, au geste déjà connu de captation, de sélection et de montage s'ajoute le fait d'imaginer d'autres mondes possibles et de les formuler. La rêverie devient un geste artistique et potentiellement documentaire, les gestes quotidiens d'habiter et de bâtir aussi. Et je trouve dans cette conception élargie du geste d'écriture quelque chose de réjouissant. Les modes d'habitation alternatifs étaient jusqu'à présent mon terrain d'enquête, j'ai maintenant envie qu'ils deviennent mon terrain de jeu. Nous bricolons des cabanes mobiles, des pick-up en bois, nous dessinons des ébauches de mini-maisons et nos tentatives même déçues deviennent un lieu d'apprentissage et matière à littérature. Mes pratiques d'habitation et d'écriture en sont chamboulées, pourtant cette perspective m'enchante. J'y vois quelque chose de dérangeant et d'audacieux, de courageux.